passer à notre deuxième rubrique, les affiches de la semaine. On peut y aller. Et tu voulais parler notamment de Milwaukee, que tu as vu 2 fois cette semaine, et tu voulais en parler d'abord contre le Jazz ou d'abord contre Phoenix, tu me dis. Prenons ça chronologiquement, donc d'abord contre le Jazz. L'objectif, bien sûr, c'était de voir un petit peu les prémices du jeu mis en place par Doc Rivers. Je pense que il faut pas être trop sévère sur les premiers résultats. C'est des éléments qui se mettent en place doucement. On savait très bien à l'arrivée de Doc Rivers, on en a parlé longuement. L'objectif, c'est les playoffs. L'objectif, c'est maintenant, là, c'est 25 matchs qui restent, c'est de se préparer pour les playoffs, de tester diverses choses. Donc moi, l'intérêt, c'était de regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de tester, justement. Bien entendu, puisqu'on est en février en NBA, il faut en parler. Sur ce match, il manque Brook Lopez. Donc on a Bobby Portis qui est titulaire. Mais par contre, la première chose notable, c'est Jay Crowder qui est titulaire au poste 4. Ouais. Ou poste 3-4 avec Giannis, hein, c'est égal. Juste sans rentrer dans la tactique, juste sur l'utilisation du personnel, plus du tout d'André Jackson Jr., dont on avait beaucoup parlé, et plus du tout de Marjon Beauchamp du côté de Milwaukee. Enfin, en tout cas, ils ont pas de temps de jeu actuellement. Un peu surpris, puisque c'était quand même des mecs qui avaient quelques minutes avec Adrian Griffin. Après, sur le match en lui-même, il est intéressant à regarder, puisque Milwaukee prend 25 points d'avance au troisième quart-temps, puis ensuite arrive à perdre le match de 15 points. Donc tu te demandes quand même ce qui s'est passé. Mais non, défensivement, le Jazz, on a le mur habituel contre Giannis, avec une défense très agressive, énormément de stunts. Donc on vient aider, on vient limiter le drive en venant... Quand on est à une passe, on se met sur le chemin du panier pour justement forcer Giannis à ressortir la balle. Mais ça n'a pas forcément trop bien fonctionné, puisque Giannis, il arrivait quand même à finir au panier. Et donc, troisième quart-temps, le Jazz et Willardy passent en zone 2-3, justement pour continuer à fermer l'accès au cercle. Et en fait, ça fonctionne d'autant plus que les Bucks manquent cruellement d'amplificateurs de décalage. Chris Middleton n'était pas là sur ce match. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Giannis drive, il arrive à tirer 2 voire 3 défenseurs sur cette zone 2-3, ressortir le ballon, et en fait, si les Bucks ne prennent pas le tir en spot-up, donc s'ils prennent pas le catch and shoot, derrière, en fait, ils sont obligés de reset à chaque fois, ils sont obligés de réinitialiser leur attaque, puisque on a fait un décalage, on n'a pas eu de tir, et maintenant, en fait, on n'arrive pas à faire de ce petit décalage un plus gros décalage. Et donc il y a beaucoup de possessions qui se terminent avec des catch and shoot contestés ou bien pris par des joueurs qui sont pas forcément super efficaces dans le domaine. Quatrième quart-temps, le Jazz repart en défense individuelle, mais avec du stunt super agressif. Et typiquement, voilà, là Giannis, il a énormément de kick-out pour des tirs à 3 points, mais pas de réussite à 3 points, pas trop de mouvement offensif, donc les Bucks mettent 13 points dans le quatrième quart-temps. Au-delà de ce match-là où il manque Chris Middleton, au-delà de ce match-là, ça me pose quand même la question pour les playoffs. Je pense par exemple aux Heat qui utilisent historiquement énormément de zones. Je pense aux Knicks qui sont très bons justement sur les stunts. Je me pose un peu la question de l'attaque de Milwaukee. Si jamais il leur manque toujours cet amplificateur de décalage, ça peut très vite devenir très statique et reposer en fait exclusivement sur la réussite en catch and shoot à 3 points. Est-ce que t'as quelque chose ou j'enchaîne ? Non, c'est vrai que moi, le retour de Jay Crowder, je trouve qu'il fait du bien et c'est utile. Mais en effet, c'est pas quelqu'un qui va être un très dynamique en fait. Et tu vois, je pense à quelqu'un qui avait été le connecteur pendant 2-3 ans chez eux, c'était Grayson Allen, qui aurait fait du bien, qui fait du bien actuellement à Phoenix. Mais effectivement, ça manque un peu de ce profil, et aussi sur les jeunes dont tu parlais, on se moque un peu de Doc Rivers parfois, et parfois on grossit le trait, mais parfois il y a aussi un fond de vérité. J'ai l'impression, tu sais, le côté Doc Rivers, il aime bien les vétérans, je crois que il y a un match où c'est contre Phoenix, non, où il n'y a pas Lillard ou un truc comme ça. Et donc il n'y a pas Lillard, il y a que... Oui, et bref, oui. Il manque quelqu'un sur le bac court, et pourtant ni Jackson ni Marjon Beauchamp ne jouent. Oui, je crois que c'est contre Phoenix, parce qu'en plus, j'avais remarqué, alors qu'ils auraient pu défendre contre des Devin Booker, des Bradley Beal, etc. Et on a clairement un Doc Rivers qui peut-être tourne la page un peu des jeunes, quoi. Ouais, alors il fait jouer, si on veut être totalement transparent, il fait jouer AJ Green. Oui. Tu sais, le petit shooter. Un shooter, ouais. Ouais, mais qui fait exclusivement ça. Et qui, par contre, en défense, est
compétent en tout cas et fait pas trop d'erreurs, donc c'est intéressant. Mais c'est pas un joueur qui va te faire passer un cap. Hein. Non, mais effectivement, juste pour dire aussi, c'était une des interrogations aussi de le fameux pick and roll Lillard-Giannis, tu sais. Beaucoup de monde, et à raison, je pense, en a parlé, et nous les premiers. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une interrogation un peu sous les radars de comment est-ce que tu animes le reste de l'équipe, en fait, autour de ce pick and roll, et comment est-ce que tu arrives à en faire quelque chose de dynamique, justement. Et c'est vrai que c'est pas un élément aussi évident que ça, parce que Brook Lopez, ok, il y a le spacing, mais ça bouge quand même pas beaucoup. Jay Crowder non plus, ça bouge quand même pas beaucoup. Middleton, il peut jouer un peu ce rôle, mais en plus avec ses blessures, etc. Le seul qui peut jouer un peu ce rôle de connecteur et amplifier des décalages et animer un peu le jeu off-ball autour du pick and roll, ce serait peut-être pas de Connaughton, mais qui a aussi peut-être parfois certaines limites autres. Ils ont ramené Beverley, mais c'est pas non plus un gros dynamiteur, Beverley. Donc ouais, je pense que la question se pose en effet sur cet écosystème autour du pick and roll de Lillard et Giannis, et même autour tout simplement de l'attaque des Bucks. Ouais, une chose que j'ai notée quand même sur l'attaque, qu'on voyait moins avec Adrian Griffin, c'est le retour du pick and roll super haut pour Damian Lillard, notamment contre le drop, ouais. Puisque Walker Kessler fait du drop avec le Jazz, et donc on les pose un peu comme Terry Stotts faisait à Portland. On fait poser les écrans super haut, presque au niveau du logo, pour donner de la vitesse à Damian Lillard et pour amplifier en fait l'espace qu'il a pour attaquer. Donc ça il l'utilise un petit peu plus que avant. Mais par contre voilà, moi le Jazz, c'est vrai que je les ai pas. Bon, je les ai quand même bien regardés cette année, mais je suis peut-être vachement en retard dessus. Hein. Je sais que voilà, Willardy offensivement c'est très fort, mais c'est la première équipe que je vois. Tu sais, on dit souvent quand tu mets un pivot dans le corner, un pivot non shooter, ouais. Il y a la qualité qu'il peut faire pour en fait créer du spacing, c'est tu sais faire les mains à main. Donc il reçoit la balle et il fait un main à main, comme le défenseur du pivot est super loin. Tu te retrouves en fait à poser un écran, tu te retrouves à 2 contre 1 je sais pas si c'est ce que oui, en fait quand t'as quelqu'un qui abandonne le pivot très loin, ouais. Tu fais un renversement de jeu très très vite vers ce pivot là, et ça. Du coup ça crée un 2 contre 1 au niveau du pivot, et que son défenseur est très loin, donc il peut pas revenir à temps. Donc ouais, c'est les dribble and off surprise en fait. C'est ça, c'est ce que Bam fait beaucoup, c'est ce que Draymond Green fait aussi beaucoup, ouais. depuis qu'il a plus de tir. Mais en fait, moi, ce que tu vois sur Bam ou sur Draymond Green, je trouve que c'est souvent fait en scramble. Tu sais, c'est quand l'attaque, oh merde, il a la balle dans le corner, il faut qu'on trouve quelque chose. Tiens, on va faire ça. Et là, pour le coup, c'est la première fois que je vois un play qui planifie ça en fait. Donc, on met Walker Kessler dans le corner. On donne la balle à Keyonte George, qui d'ailleurs est magnifique. Franchement, j'adore ce profil. Et en fait, on va planifier là-dessus, quoi. Et donc, ils ont 1 ou 2, 3 points sur cette situation-là où ils vont le planifier, ils vont le jouer. Donc, je rejoins le train de la hype sur l'attaque du Jazz. Ouais. Mais c'est tout ce que j'ai sur ce match. Alors j'ai une stat aussi que j'ai vu passer, je sais pas si tu l'as vu aussi. Vas-y. Parmi les gros dunkers, les gens qui dunkent beaucoup ouais. Sur une saison. Comment je peux attendre les gens qui dunkent beaucoup sur une saison, qui est dans l'histoire depuis 96, puisque c'est là que c'est traqué, en pourcentage de dunk assisté et non assisté, quel est le joueur qui a le plus de dunks non assistés? Donc entre guillemets, quel est le joueur qui se crée le plus de dunks qui ne sont pas issus d'une passe? Est-ce que ça a un rapport avec ce match? Peut-être. Ah alors c'est Giannis, je pense. Sur les 10, depuis 96, le top 10 des saisons avec le plus de pourcentage de dunks non assistés, donc de dunks auto-créés, Giannis occupe les 6 premières places. Ouais, voilà. Donc en fait, les 6 saisons de Giannis sont les meilleures sur cette stat de dunk auto-créé, dunk qui ne proviennent pas de la création d'autrui. C'est pour ça qu'on l'appelle le Shaq 2.0 et le Shaq 2.0 dans le jeu moderne, quoi. En gros, c'est le Shaquille O'Neal dans le jeu moderne, c'est ça, c'est-à-dire plus de dribble, plus de création, et donc comme le jeu est différent, il y a des requis un peu différents, mais c'est Shaquille O'Neal, mais avec les standards d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire autocréation de tirs de haut niveau, et notamment de dunk, et une domination à l'intérieur qui est fabuleuse depuis 5 ans maintenant, 5-6 ans. Donc on a effectivement. Et donc le Milwaukee contre Phoenix aussi, tu as vu. Et qu'est-ce que tu as vu sur ce match-là en particulier?
Alors, il faut rappeler l'infirmerie. Pas de Damian Lillard à Milwaukee, pas de Brook Lopez. Middleton était de retour pour 2 cartons, puisqu'il se tord la cheville sur un tir à 3 points. Là, KD prend une flagrant one parce qu'il met les appuis, et puis voilà, petite foulure de cheville. Il y a un petit côté sentimental sur ce match, parce que pour une fois, on se retrouve avec un duel KD-Giannis. Ils défendent tous les deux l'un sur l'autre. Il n'y a pas de spécialiste qui est envoyé pour défendre sur l'un. Là, on avait un vrai duel. Et voilà, j'étais un peu émotionnel. Ça me rappelait les belles heures de Carmelo Anthony et Kobe Bryant. Non, mais après, ça vient aussi du profil de l'équipe des Suns, où tu as tellement de menaces offensives que t'as pas assez de spécialistes défensifs, t'es obligé de faire défendre ta star sur la star adverse. Côté Suns, autant il y a 2 semaines j'avais dit je commence à y croire parce qu'offensivement je trouvais ça super inspiré et je trouvais qu'il y avait beaucoup de mouvements. Autant là, Devin Booker il nous commence le match en nous prenant 6 tirs à mi-distance contestés, alors il en met 4 sur 6 hein. Mais je trouve qu'il abuse vraiment du tir à mi-distance et c'est quelque chose que Frank Vogel a demandé en fait. Il demande à Booker de prendre plus de 3 points et généralement à son équipe de prendre plus de 3 points. Et est-ce que c'était pas pour attaquer le drop de Robin Lopez justement un peu? Alors il y avait de ça, mais il le faisait aussi même quand c'était Giannis qui était sur le pick and roll. D'accord. Et donc oui, il y avait de ça sur le début du match, mais il en prenait aussi en sortie d'écran. Voilà, je trouve que parfois c'était un peu trop, même si effectivement il y avait cet aspect de, tu vois, il était bon à mettre le défenseur derrière lui, tu vois, en jail, et après à créer son tir. Enfin, il est excellent, on le sait très bien. Mais du coup, ça fait que parfois t'as l'impression qu'il y a Bradley Beal et KD qui se retrouvent en spot-up shooter. Et je trouvais que, tu vois, c'était moins synergique que ce que j'avais pu voir sur les dernières semaines. Preuve en est, sur ce match-là, il y a 17 passes décisives pour les Suns. Pour référence, par match, la pire équipe de NBA, c'est Portland qui a 22 en moyenne par match. Ouais. Là, les Suns en font 17 et ils mettent 8-3 points sur le match, quoi. Donc en fait, c'était vraiment, on retombe un peu dans les travers qu'on pouvait espérer, enfin qu'on pouvait risquer, enfin qu'on pouvait prédire, craindre de parfois un peu, tu sais, à toi, à moi. Une fois c'est une isolation de Booker, une fois une isolation de KD. De temps en temps, on en donne une à Bradley Beal pour pas qu'il soit insatisfait. Mais au final, bon, les Suns gagnent le match parce que Giannis est tout seul, hein. Il y a pas Middleton, pas Lillard, même pas Brook Lopez. Et en fait, il est bien gêné par KD qui défend très bien sur lui. Donc voilà, à la fin du match, Giannis fait 6 passes décisives, mais il perd 5 balles, quoi. Tu vois, c'était pas un super match propre en création pour Giannis. Du coup, si on doit faire une petite synthèse des débuts de Doc Rivers, il y a l'aspect des blessures qui rentrent en jeu, bien sûr, mais on n'est pas, c'est sûr, on s'attendait pas à une révolution stratégique offensive, on ne l'a pas, mais maintenant voilà, je pense qu'il faut quand même attendre que les 3 soient là, et enfin que même les 4 soient là, en comptant Brook Lopez, pour vraiment tirer de grandes leçons pour moi. On a tout de même, alors si tu me diras c'est même pas 10 matchs, mais je trouve que l'attaque est pas non plus, c'est pas fabuleux, quoi, tu vois. Autant de l'autre côté avec Griffin, on avait la défense ça marchait pas, c'était un peu brouillon en termes de quel schéma on utilise, qu'est-ce qu'on fait. Parfois on disait mais pourquoi tu fais du drop, pourquoi tu fais pas du drop avec Brook Lopez, etc. Mais au moins l'attaque, il y avait des trucs intéressants. On en avait parlé d'ailleurs dans l'hebdo, hein, comment est-ce qu'on utilise Giannis pour créer un peu un faux spacing ou ce genre de choses. Il y avait quand même des pointes assez intéressantes. Là avec Doc Rivers, bon, pour l'instant on n'a rien eu, mais bon, on va dire petit échantillon, donc ne nous emballons pas, mais en effet on va avoir affaire à des Bucks vétérans, en tout cas. Avec Pat Bev, ouais, on est dans les années 2010, c'est bien. Et puis peut-être aussi pour préciser, oui, c'est vrai que je l'ai pas fait dans les infos de la semaine, mais Lillard est un peu en difficulté. Il a avoué lui-même, il a communiqué que oui, effectivement, il se sentait pas très bien parce que dans sa vie perso, c'est un peu compliqué, hein. Il est déjà un déménagement de Portland à Milwaukee. Je crois qu'il a un divorce aussi. Donc voilà, si vous vous posez un peu la question de pourquoi est-ce que ça va pas trop sur le terrain parfois, ou c'est pas aussi fantastique que ça pourrait pour Lillard, c'est parce qu'il y a aussi des petits problèmes hors terrain qu'il a communiqué. Donc voilà, mais on espère que d'ici peut-être le mois avril-mai, on est en retour en forme, et enfin, peut-être, enfin, ce pick and roll Lillard-Giannis, très bien utilisé, quoi. Parce que je pense que, mine de rien, et tout ce qu'on peut critiquer, et tout ce qu'on peut parfois blaguer, hein, en termes de critiques sur Doc Rivers ou autre,
je pense qu'on a une équipe qui actuellement ne tourne pas hyper bien, mais qui a un potentiel, mine de rien, d'aller en finale NBA, quoi. Oui, bah totalement. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.